Moi je suis Manu. Comme vous pouvez le voir, même après 24 jours de vélo, les levées sont toujours aussi difficiles. Et pourtant, pour une fois, ce n'est pas Hugo, mais Kevin qu'il va falloir traîner en dehors de la tente. Nous émergeons avec un bon petit déjeuner sur l'herbe ce matin au camping Claire-Rivière, tout proche du village de Pérouge que nous avons visité hier. Et il va falloir être bien réveillé parce que nous avons une grosse journée de route de prévue pour aujourd'hui. Pas moins de 109 km jusqu'au camping de la Toupe, à Baume-les-Messieurs, tout proche de notre 16e et village phare de la région Bourgogne-Franche-Comté, Château-Chalon. Qui dit nouvel épisode, dit nouvelle région et nouveau département. Qui dit nouveau département, dit nouveau paysage. La France a pas fini de nous étonner. En arrivant dans le Jura, on change encore une fois de paysage. Nous roulons au beau milieu d'étendues vertes à perte de vue. Et moi ça, on est seul au monde. Regardez comment on change de paysage à chaque fois. Tu passes d'un département à l'autre et à chaque fois tu changes complètement de paysage. Ces paysages nous font tourner la tête. On se sent comme empli d'un sentiment de liberté totale et de lâcher prise indescriptible. Et rien de mieux que d'exprimer ça à haute voix. Oh, les gars, qui c'est qui a eu l'idée du McDo là avant la côte là? Je sais pas, mais c'était une liquidée en tout cas. Viens ici toi. Viens rapproche-toi un peu là. Rapproche-toi là. On va t'expliquer la vie là un peu. Attends, il nous a fait prendre un maxi best-of ce connard là. Maxi best-of avant la putain de côte, avant Château-Chalon là. Toi j'ai tout à Big Mac. Toi j'ai t'éclaté à Big Mac, je suis pas content. Oui, Kevin a eu la riche idée de faire un McDo juste avant la dernière grosse côte, direction le village de Château-Chalon. Et je peux vous dire que c'est une erreur qu'il ne refera plus après le savon qu'on lui a mis. En arrivant là-haut, on se retrouve au beau milieu d'une forêt de pins immense. Et entre fougères et rondins de bois, c'est le spot parfait pour une séance photo. Je sais pas si vous pouvez le ressentir vous aussi, mais cette journée aura été spéciale pour nous. Spéciale dans son atmosphère, peut-être dû à la richesse végétale de ce beau département qu'est le Jura. Alors on n'a qu'à se laisser porter jusqu'à notre camping de ce soir avec le soleil couchant comme compagnon de voyage. Ok, fini de rêvasser maintenant. On fonce ce matin à Château-Chalon, à seulement 7 km du camping. Mais malgré notre excitation matinale, tout ne va pas se passer comme prévu. Je vous fais un petit topo. Pour monter jusqu'au village de Château-Chalon, qui est perché sur un éperon rocheux bien sûr, ce serait trop facile sinon, vous avez deux solutions. Soit vous empruntez la départementale, qui fait un petit détour mais qui est une route goudronnée, 99% des gens choisissent ce chemin, soit vous empruntez le sentier des vignes, qui est en fait un chemin pédestre impraticable à vélo. 1% des gens optent pour ce chemin-ci. Et à votre avis, nous faisons partie de quel pourcentage? Et oui, bien sûr, des 1% qui aiment et qui adorent se compliquer la vie. Je crois que la faculté qu'on aura développée pendant ce Tour de France, c'est être capable de prendre les pires chemins que vous pouvez trouver, les pires chemins que vous pouvez prendre et trouver pour arriver dans les plus beaux villages de France. Mais quel monstre! Quel monstre! Putain! Oh. Mais quand vous voyez ça, est-ce que vous ne seriez pas prêts, tout comme nous, à porter vos vélos sur les épaules pour partir à la conquête de Château-Chalon? Château-Chalon, c'est notre village phare de la région Bourgogne-Franche-Comté,
Un petit village de 10 km² qui domine les vignes et les forêts jurassiennes sur son éperon rocheux de plus de 500 mètres de haut. Et on a à peine posé les vélos que l'on discute déjà histoire, en bonne compagnie comme toujours. Mais on ne tape pas trop car nous sommes attendus par René Lacroix, guide de son village d'origine, Château-Chalon, pour une visite historique de l'endroit. Jusqu'en 1880, il restait le chœur de l'église de l'abbaye. Le chœur de l'église était là, la nef avait été détruite, le chœur restait. Ça servait d'école pour les filles de Château-Chalon. Okay. Puis à côté, il y avait, accolé à ça, l'ancienne sacristie qui servait d'école de garçons. René est un passionné d'histoire, toujours prêt à raconter et à transmettre l'héritage reçu par ses ancêtres. René nous explique que, juché sur son rocher, le village domine les 50 hectares de vignes jurassiennes qui l'entourent. Nous sommes aussi dans un village de carriers. Il y avait aux environs de Château-Chalon de la pierre qui était aussi importante que la vigne au XIXe siècle. La preuve, ce qui prédomine au cœur du village, ce sont ces imposantes maisons vigneronnes qui ont été construites, comme les terrasses de verdure que vous pouvez voir, malgré la difficulté qu'impose le relief de cette zone géographique. Le village est d'un calme presque mythique. On est emporté, malgré nous, dans l'histoire du village. Vous imaginez que l'abbaye de Château-Chalon trônait au milieu du village depuis le 7e siècle. Mais on va pas se mentir, on est de vrais petits chanceux. On commence à devenir accro à ces visites accompagnées par des hommes qui racontent l'histoire de chez eux avec leur cœur et avec leurs tripes. On a eu Louis à Puy-Celle-ci, nous avons maintenant René à Château-Chalon. On ne peut pas construire n'importe comment, n'importe quoi. On ne peut pas utiliser n'importe quel type de matériaux. Quand on fait son toit, on ne peut pas mettre n'importe quoi dessus. On doit, par exemple, tous les toits doivent être couverts en petites tuiles. Bon, mais les petites tuiles, c'est un peu plus cher. Ça. Bon, alors en même temps, il y a des subventions. On essaie de proposer aux gens des solutions pour qu'ils arrivent à le faire. On dit oui au tourisme, et à condition de réguler et tout, mais pas tout pour le tourisme. En quelque sorte, c'est ça l'idée. Alors c'est pas toujours facile. Pas toujours facile parce que comme les vignerons sont effectivement dans le village, il faut qu'ils puissent circuler avec leurs véhicules. Ouais, on ne peut pas mettre tout piétonnier, on ne peut pas interdire la voiture partout. Les panneaux, c'est pas beau, vous mettez un sens interdit quelque part, c'est moche. Ça on les dit. Les rues sont étroites, donc vous réduisez encore les rues. Donc il faut trouver un équilibre et notre gros problème, c'est d'essayer de trouver le meilleur équilibre entre les diverses activités. Mais on veut que les gens qui sont ici, qui travaillent, qui élèvent des vaches, qui cultivent la vigne et tout, puissent continuer de vivre ici et que leurs enfants aussi puissent éventuellement continuer. Le problème qui se pose évidemment, c'est que comme Château-Chalon est connu, donc le prix des maisons ça a tendance à augmenter, etc. Donc il faut trouver des moyens quand même pour que ceux qui maintenir un équilibre de la population, un équilibre des générations. À travers ses paroles, René touche un point très important et une problématique que rencontrent nos plus beaux villages de France. Le tourisme, d'un côté, fait vivre beaucoup de gens dans ces villages et participe au rayonnement culturel de notre beau pays. Mais il ne faut pas qu'il impacte trop le quotidien de ses habitants. Les vignerons doivent pouvoir continuer de travailler et leurs enfants doivent pouvoir vivre sur place à des prix raisonnables s'ils souhaitent reprendre l'entreprise familiale. C'est ce juste milieu qui est l'objectif majeur de la survie des habitants et de l'âme de ces villages. Nos ventres commencent à crier famine, alors on fonce chercher des produits 100% régionaux chez les pupitres de Céline que l'on vous conseille chaudement. Alors on se fait de gros sandwichs de bons vivants, assis par terre tels des chiens errants, mais chez les moustachus, la digestion du jambon de pays a un impact dévastateur sur notre productivité et l'énergie du groupe, comme vous pouvez le remarquer. La logique voudrait qu'on aille se prendre un bon café pour se réveiller un peu, mais c'est si ennuyeux la logique. Alors on part pour une dégustation du vin jaune de Château-Chalon. Qu'est-ce que vous croyez ? On ne pouvait pas parler de Château-Chalon sans aborder son vin jaune, grande fierté de tous les castels chalonnais. Et c'est Jean-Claude Crédoz, vigneron du domaine Jean-Claude et Annie Crédoz, qui va s'occuper d'affiner le palais de ces Bordelais qui ne connaissent rien du tout au mystérieux vin jaune du Jura. Nous avons le plaisir de déguster la cuvée de son fils, Valentin, du Côte du Jura de 2016 et enfin la fameuse appellation Château-Chalon. Nous retrouvons 4 principaux cépages ici, qui sont le Savagnin, le Trousseau, le Poussard et le Melon. Ce vin, considéré comme l'un des plus grands vins du monde, fait l'objet d'un élevage spécifique car une fois la fermentation achevée,
il doit être conservé au minimum 6 ans et 3 mois en fût de chêne, sans soutirage ni houillage. Ce sont ces levures qui permettent au vin jaune d'obtenir mystérieusement ses caractéristiques organoleptiques si complexes. Une fois le vieillissement terminé, il est mis en bouteille spécifique et unique appelée Clavelin. Et quoi de mieux pour accompagner un tel produit régional qu'un autre produit régional? Vous avez deviné de quoi je parle, bien sûr, du comté qui se marie parfaitement avec le vin jaune, et je pense que ce n'est pas une coïncidence. À la bonne franquette, il n'y a rien de mieux. À la bonne franquette. La dégustation va encore prendre une toute autre dimension quand Jean-Claude nous ouvre sa cave pour venir voir ses tonneaux et goûter aussi au vin de paille, une petite merveille. Pas besoin de chercher plus loin, nous avons trouvé l'endroit parfait pour l'interview qui va nous permettre d'en apprendre encore plus sur l'homme derrière le produit. Bonjour, je suis Jean-Claude Crédeau, vigneron à Château-Chalon. Je suis vigneron depuis 5 générations. J'ai la chance d'avoir un fils qui va continuer. Nous exploitons 9 hectares de vignes, dont 50% en appellation Château-Chalon. Nous travaillons en biodynamie en cave, en vinification, ce qui veut dire que nous n'utilisons pas des levures exogènes, donc 100% de levures indigènes pour les fermentations et pour le vieillissement du vin. Et depuis l'an passé, nous avons eu un audit pour la conversion bio pour la partie vigne. En vue ensuite de travailler aussi en biodynamie, donc ce qui est déjà travaillé depuis quelques années pour la partie vigne, notamment avec des engrais verts et avec beaucoup moins de soufre et de cuivre notamment. Voilà. Nous travaillons à 100% en vinification en bouteille, 70% vente directe à la propriété. Ensuite, de plus en plus aussi à l'export, qui s'ouvre, les portes s'ouvrent de plus en plus pour, on va dire, l'ensemble des vins du Jura. Je suis issu d'un village voisin, le Nétru-Vignoble, qui est important aussi, puisque l'appellation Château-Chalon se situe principalement sur cette commune voisine. En revanche, je suis très heureux d'être habitant et vigneron à Château-Chalon, puisque nous avons d'une part été très bien accueillis par les accueillants, par monsieur le maire, où bien entendu nos parents ont connu toutes ces familles vigneronnes, ils se sont toujours côtoyés aussi, donc l'accueil a été vraiment parfait. On se côtoie tous, on arrive à partager des moments importants, très amicaux. Et puis, ce qui est important aussi pour la suite, pour la future génération, où nous, bien sûr, nous allons rester dans ce village. Mais ensuite, on a cette nouvelle génération de vignerons, que ce soit chez nous, que ce soit chez des collègues vignerons, où beaucoup reprennent l'exploitation. Voilà. Pour remonter plus loin, j'ai des ancêtres qui ont habité dans la même rue où nous habitons actuellement, où nous avons fait cette acquisition depuis 2000. Voilà. C'est un métier qui a évolué, qui a changé. Le climat, on en parle de plus en plus, où c'est vraiment l'ensemble du vignoble qui s'est transformé, avec des hivers de plus en plus doux, avec des printemps de plus en plus frais. Donc nous sommes amenés à subir un gel de printemps assez régulièrement. Dans toute, on va dire, ma vie vigneronne, on a gelé seulement, enfin c'est déjà beaucoup, mais on va dire 2 fois sur une partie importante quand même, sur 30 ans par exemple. On parle maintenant d'un gel de printemps tous les 3 ans, quoi. Donc ce qui nous inquiète, ce qui nous perturbe beaucoup, tout le monde travailler sur des nouveaux cépages, qui soient beaucoup plus tardifs pour éviter ce gel de printemps. Par rapport au travail de la vigne, en fait, j'ai l'impression que c'est un retour aux sources quand même. On a parlé aussi du travail du sol, des engrais verts, chose que nos parents ont beaucoup pratiqué toute leur vie. Donc on est en train de mettre de côté cette partie trop technique qui a été établie depuis ces dernières décennies, oubliant un petit peu quand même, dans certains cas, le respect de la vigne, le respect du raisin. Et aujourd'hui, grâce aussi à notre à cette communication, puis à cette nouvelle génération aussi de vignerons. Mais on revient un petit peu aux sources avec beaucoup plus de cohérence et puis de maîtrise de rendement, et puis on parle plus d'environnement bien sûr, de pollution, et c'est un bien pour tout le monde. Voilà.
pour nous, pour l'environnement, pour le raisin et pour le vin. Voilà, c'est une très belle évolution. Voilà. Lors de leur apprentissage, lors de leur formation, il y a un point important, effectivement, à soulever, et puis surtout, il faut insister sur le fait que c'est beaucoup d'heures de travail. De toute façon, si on veut travailler sur ces principes-là, nous sommes mécanisés, bien entendu, nous avons du matériel pour travailler, mais il faut passer du temps, il faut passer doucement aussi dans les vignes. Dans tous les lycées, il faut vraiment insister pour dire aux jeunes, voilà, vous voulez faire comme ça, vous voulez suivre aussi le travail de vos parents. Pour nous, une journée normale, c'est entre 12 et 15 heures, c'est une journée tout à fait normale, y compris les week-ends, y compris... on a quand même un quotidien aussi qui est agréable, il faut beaucoup travailler. Mais la vigne, elle est patronne, on va dire. Le climat nous oblige aussi à travailler très tard le soir, à travailler très tôt le matin. Il faut être présent, il faut être disponible, 24 heures sur 24. Lors des fermentations aussi, pour les vendanges, que ce soit la vigne ou le vin, on a choisi sur ce principe le plus difficile, mais le plus intéressant après, je veux dire, dans le verre, on voit tout de suite une différence entre un vigneron qui a passé beaucoup de temps et celui qui ne l'a pas fait. Vous le savez, c'est à chaque fois la même histoire. Nous prenons une claque en pleine figure quand on entend le travail et les journées que font ces artisans et ces agriculteurs passionnés qui doivent en plus lutter contre les conditions météorologiques de plus en plus difficiles. Pourtant, en face de nous se tient un homme humble, calme, attentionné et dont la passion pour son travail émane de son attitude et de ses paroles. Nous avons été pourri gâtés par Jean-Claude qui nous aura offert plus qu'une simple dégustation, mais une expérience intime dans son univers. Nous avons un respect énorme pour ce genre de Français qui font notre fierté. Merci Jean-Claude. Vous ne pensiez pas le revoir? Je parle de René Lacroix, avec qui nous avons rendez-vous pour une partie de Vaudeux, l'ancêtre du bowling sur la place centrale du village. Le Vaudeux, c'est un jeu de 9 quilles en bois qui se joue sur le quillet, une dalle en pierre et avec une boule en bois. Si vous voyez des gaillards sur la place du village avec des positions acrobatiques plus que pittoresques, c'est que vous assistez à une partie de Vaudeux. Bien sûr, vous l'aurez compris, le but du jeu est de faire tomber les quilles avec la boule de bois. La partie se joue entre 2 équipes en 5 buts. Le but est composé de 2 coups, la venue et le rabat. C'est l'adversaire qui détermine d'où sera joué le premier coup et la distance. Le joueur lance sa boule sur les quilles, c'est la venue. Les quilles sont relevées, il rejoue alors depuis l'endroit où s'est arrêtée la boule, c'est le rabat. René nous met la pâtée, on va pas se mentir. Mais en tant que bon pédagogue, il essaie de nous enseigner comment faire un bon but. On dirait qu'Hugo joue avec ses pieds tellement il est nul. On va dire que c'est à cause du vin jaune pour se réconforter. Alors Hugo? Ce jeu de quilles fait partie du patrimoine du premier plateau jurassien. Le Vaudeux est un jeu convivial avec une ambiance chaleureuse. La preuve, les touristes et une partie du village viennent se regrouper autour de nous. Tel un tournoi, les boissons coulent à flot et tout le monde discute et regarde. Vraiment un bonne humeur. La prochaine fois que vous pensez à faire un bowling, prenez plutôt une boule en bois, un béret, un verre de vin jaune et venez nous défier au Vaudeux sur la place du village. La journée se termine dans le jardin de notre tout nouvel ami, où Kevin, comme d'habitude, écoute attentivement ce que René a à nous raconter sur les vallées jurassiennes. On va vraiment finir par lui mettre un chapeau d'âne à celui-là. Voici l'exemple d'une journée parfaite pour les moustachons vadrouilles. Un réveil musculaire avec une montée de village des vélos à bout de bras. Une visite historique du patrimoine en bonne compagnie. Une dégustation de produits régionaux et une interview passionnante. On essaie ensuite les coutumes locales et on finit par un magnifique coucher de soleil et les bérets au vent sur les routes de notre belle France. On remercie les Castel-Chalonnais pour cet accueil inoubliable. Nous quittons aujourd'hui le Beau-Jura, direction le département de Saône-et-Loire à 144 km d'ici.
Après s'être retrouvé en plein sur l'européenne 607, limitée à 110 km/h, grâce encore une fois au sens de l'orientation d'Hugo, on se fait virer par les flics et on finit sur l'étape du Tour de France 2019 à Chalon-sur-Saône. Et vu qu'on a galéré, je peux vous dire que les moustachus ne sont pas prêts à rafler le maillot jaune pour l'instant. Non! C'est notre plus longue journée de ce Tour de France. Il est 20h30, nous avons déjà parcouru 125 km. L'échappée n'est plus que quelques encablures d'avance. Johan Fredo continuera quelques kilomètres en solitaire pour aller gagner le coup. Il nous reste encore de la route avant d'arriver à destination. Mais à ce moment-là, personne ne se plaint. Personne ne parle et personne ne souffre. C'est trop beau, on ne veut pas tout gâcher. On se croirait comme dans un film. On n'arrive pas à en croire nos yeux, on a beaucoup de chance d'être là, de voir ça, de vivre ça ensemble. Alors on se laisse porter sans même sentir les coups de pédale. Mais bon, on va pas exagérer, au bout d'un moment les nerfs prennent le dessus et le mental commence doucement à flancher. Ça va, les routes elles sont tranquilles. Il nous reste que 15 km. Malgré la journée d'hier, pas de repos pour aujourd'hui. Nous avons encore 109 km direction la Charité-sur-Loire pour notre rendez-vous sur le chantier de restauration du patrimoine Rempart. Et la route n'est pas comme d'habitude. Oui, nous avons rattrapé la piste verte qui longe la Loire. Vous savez, la fameuse Loire à vélo, l'Euro 6, connue de tous les cyclotouristes, un incontournable. Cela fait du bien de rouler sur du plat en longeant le fleuve. Les cuisses peuvent enfin un peu se reposer. Mais Hugo va être rattrapé par son mauvais karma. On ne sait pas ce qu'il a pu faire à Dame Nature, mais celle-ci se venge et il se fait piquer 2 fois de suite au même endroit par une guêpe. Qu'est-ce qu'il a, mec? Qu'est-ce qu'il a? On clôt ce chapitre sur la Bourgogne-Franche-Comté avec une dernière belle rencontre féline et des souvenirs plein la tête. La Bourgogne aura été un gros coup de cœur pour nous trois. Aïe, aïe, aïe. Voilà les moustachus et les moustachettes, l'épisode est déjà terminé, mais restez connectés car il reste encore plein de nouvelles aventures dans le prochain épisode en Centre-Val de Loire. Comme par exemple notre rencontre avec les bénévoles des Remparts de la Charité, l'enfer des routes vallonnées du Cher, notre rencontre avec Olivier Beaugrand, pâtissier à Montrésor et une soirée hors du temps dans un lieu atypique. Et si vous ne voulez pas rater tout ça, rendez-vous le 31 octobre sur la chaîne officielle des Moustachus en Vadrouille pour le prochain épisode sur notre traversée du Centre-Val de Loire. Pensez à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper la suite des aventures. Et pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux si vous voulez être sûr de ne rien rater de cette vadrouille et des prochaines à venir.